Chers collègues, chers confrères et consoeurs, bonjour. Je tiens à remercier nos amis et nos frères de l'association des médecins privés de Chlef pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici à Chlef, dans cet événement qui prend de l'ampleur, un événement scientifique de qualité, pour vous parler de ce qui se dessine dans la prise en charge du patient diabétique de type 2. Qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qu'il y a comme changement dans la prise en charge du patient diabétique qui reste compliqué dans les années à venir. Je vais parler essentiellement du diabète de type 2. Très bien. Le diabète de type 2, on a une physiopathologie très complexe. Vous le savez, le diabète de type 2, c'est plusieurs phénotypes, c'est un phénotype hétérogène. Chaque diabétique, malheureusement, il a une empreinte particulière. On ne peut pas modéliser sur un seul phénotype, ce qui un petit peu complique la chose. Je ne sais pas pourquoi les slides ne se vident pas. Ah, très bien, ça se défile et je ne vois rien. Voilà. Finalement, le diabète de type 2, c'est plusieurs phénotypes. Et pour cause, c'est une physiopathologie complexe. C'est-à-dire, lorsqu'on a commencé les études en diabétologie, c'était très simple. Le diabète de type 2, c'était une insulincarence, un déficit insulinique, un défect des cellules bêta et une insulino-résistance. Tout le monde disait un déficit en insulinosécrétion. L'UKPDS, un schéma caricatural, parce qu'au diagnostic, c'était 50% de moins, et chaque fois, il y avait une diminution. Est-ce que c'est vrai? On n'est pas sûr, parce qu'en diabétologie, tout est remis en cause, même les résultats des études précédentes, même les modélisations à partir de l'étude UKPDS, parce qu'on ne sait pas réellement est-ce que c'est 50% ou c'est une estimation. C'est plus compliqué parce qu'il y a des progresseurs et des non-progresseurs. Il y a ceux qui restent à 50% pendant 10 ans, il y a ceux qui font une faillite pancréatique au bout de 2 ans. Finalement, 50%, c'est une moyenne, mais la moyenne, elle est trompeuse. Parce qu'on peut aller de 2% vers 80%, et la moyenne est de 50%. Est-ce que les diabétiques évoluent de la même façon? La réponse est non. La résistance à l'insuline également est très compliquée à considérer, parce que tout le monde pense que l'insuline-résistance est néfaste. L'insuline-résistance est difficile, parce que finalement, l'insuline-résistance, elle est néfaste, parce que c'est une conséquence, mais en réalité, elle est protectrice. S'il n'y avait pas de résistance à l'insuline, les organes nobles, le cœur et le cerveau vont prendre beaucoup de glucose et ils vont perdre ces cellules et on aura plus de décès que de bénéfices. Finalement, l'insuline-résistance, elle est néfaste sur d'autres organes, mais elle est protectrice pour le cœur et pour le cerveau. Finalement, l'insuline-résistance, la question qui se pose en 2022, également, elle est néfaste, oui, sur certains organes, mais elle est également protectrice. Est-ce qu'il faut la viser? Et les études ont montré, on prend l'accord et le VADT, on a voulu forcer les gens qui résistaient à l'insuline, on a forcé la thérapeutique, et la conséquence, c'est une augmentation de la mortalité. Finalement, cette résistance, elle est un petit peu ambiguë. Le diabétique de type 2, finalement, c'est les aspects physiopathologiques, on n'a pas beaucoup de temps, mais ils sont très complexes. Parce qu'on a une insuline-résistance hépatique, on a une résistance du foie, qui est différente de la résistance des tissus périphériques, comme le muscle et le tissu adipeux. On a également ce déficit insulinique il y a une susceptibilité génétique et qui est très variable. On a des gens qui restent sous thérapeutique orale, et vous le savez, en consultation pendant des années. Il y a des gens qui font un échec au traitement oral au bout de 2 ans. Le déficit insulinique, c'est également un spectre large. Vous voyez les couleurs ici. C'est en fonction de la teinte. On a des couleurs claires, donc la teinte, elle est modérée. On a des atteintes sévères lorsque la couleur s'aggrave. Dans le modèle de McCarthy, par exemple, qui a bien expliqué l'interférence de ces axes physiopathologiques dans le développement d'un diabétique. Finalement, un diabétique de type 2 qui a 8%, ça peut être un déficit en insulinique, ça peut être un déficit dans l'axe incrétine, ça peut être une résistance hépatique sans une résistance des tissus périphériques, ça peut être une anomalie du glucagon, ça peut être une anomalie du tissu adipeux, parce que vous prenez 2 patients diabétiques avec le même BMI, avec la même répartition des graisses, il y a des gens qui ont un tissu adipeux actif et donc générateur d'inflammation et de résistance, il y a des gens qui ont un tissu adipeux avec la même localisation, sans activité, vous aurez un obèse qui n'a pas de
de résistance à l'insuline. Donc ça nous ramène au cluster, donc les phénotypes du diabète qui compliquent un petit peu la prise en charge, parce que finalement les Scandinaves, lorsqu'ils ont pris ce modèle de McCarthy, ils ont fait des études, ils ont démontré que finalement le diabète de type 2, vous allez voir que dans quelques années, on ne parle plus de diabète de type 1 et diabète de type 2, ça sera des phénotypes plus compliqués, plus larges. Plus compliqués, non, parce que ça va aider, vous allez voir dans la prise en charge thérapeutique, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a 20% des diabétiques de type 2 qui ont un déficit sévère en insuline. On sait également que 15% des diabétiques de type 2, ils ont une résistance sévère à l'insuline. On sait également que 10 à 15% des diabétiques de type 2 obèses n'ont pas de résistance à l'insuline. On sait également que les complications, les profils évolutifs de ces diabètes, et vous le voyez, profils évolutifs en matière de la réponse au traitement, sont différentes. Donc c'est qu'il y a des gens qui répondent bien aux insulinosensibilisateurs parce qu'ils sont plus résistants à l'insuline. Il y a des gens qui ont un déficit en insuline d'emblée. Il ne faut pas tarder à les mettre sous traîner avec la metformine et les sulfamides parce que c'est des gens, 20% nécessitent rapidement de l'insulinothérapie. Il y a des gens qui ont une résistance à l'insuline et qui sont à risque de maladie rénale chronique, de Nash syndrome et également de pathologies cardiovasculaires qui doivent bénéficier d'une éducation diététique et activité physique sévère parce que c'est des gens qui vont vous faire des problèmes en matière de risque cardio-rénal. Vous voyez qu'à partir de cette physiopathologie complexe, on a des profils plus complexes et des démarches thérapeutiques plus précises. Donc finalement, ce qui est nouveau, dans l'ADA ESD 2022, ce qui est nouveau, pour vous résumer un petit peu ce qui se passe dans le monde, c'est qu'on a plusieurs aspects. Donc vous savez, l'objectif de la prise en charge du patient diabétique, il y a deux choses. C'est la prévention des complications macro- et micro-angiopathiques pour réduire la morbimortalité cardiovasculaire et totale, premier objectif. Et le deuxième objectif, universel, c'est améliorer la qualité de vie. Mais ces objectifs sont obtenus par donc, 4 éléments. Le premier élément, c'est l'approche glucocentrique. Il faut équilibrer le patient diabétique. Est-ce que c'est suffisant? C'est non. Donc il faut également, le diabétique de type 2, il a plus de dyslipidémie, il a une dyslipidémie hétérogène, il a plus d'hypertension artérielle, il a plus de prise de poids. Donc il faut gérer tous les facteurs de risque qui sont associés au diabète. Donc finalement, on passe de l'approche glucocentrique à l'approche multirisque. Il faut gérer tous les facteurs de risque. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut aller au-delà de l'approche multirisque. Au-delà de l'approche multirisque, il y a deux choses qui se dessinent. La prise en charge pondérale qui est devenue très importante. On n'en parlait pas parce que on n'avait pas de traitement, mais actuellement, on a des traitements qui sont très efficaces pour la perte pondérale et également les thérapeutiques pour la protection organique. Donc, on a actuellement une panoplie, un spectre de traitements qui ont donné des preuves sur la réduction du risque rénal et du risque cardiovasculaire. Donc, ce qui est nouveau en quelques flashs, le premier flash, c'est aller vers les approches combinatoires. Donc, il ne faut pas traîner avec une monothérapie, parce que si on donne une monothérapie, ce qu'on appelle l'approche stepwise, l'approche stepwise, c'est quoi? C'est que je donne la metformine, j'attends son échec, le patient, il traîne 7,5-8% pendant des années, après, on se réveille, à 9%, on donne un sulfamide, on traîne des années pour arriver à associer et à mettre enfin de l'insulinothérapie. Donc, dans cette approche stepwise, qui est une approche universelle, qui est critiquée actuellement, c'est que si je prends les courbes d'HbA1c, les courbes de glycémie, je prends le dossier du malade et je vais analyser les temps passés en équilibre glycémique et les temps passés en déséquilibre glycémique, je tombe sur une exposition à l'hyperglycémie qui est beaucoup plus importante que l'exposition à la normoglycémie. On perd beaucoup de temps à attendre, c'est ça l'approche du diabétologue, c'est attendre l'échec thérapeutique pour réagir. Est-ce que c'est une bonne approche? La réponse est non, elle est critiquée, il faut aller vers une approche donc plus combinatoire. Donc pourquoi la combinaison?
Donc la combinaison, c'est pas parce qu'il y a des firmes pharmaceutiques qui veulent diaboliser, qui veulent vendre du médicament, non. La combinaison thérapeutique, elle a un rationnel. Le premier rationnel, c'est que le diabète, c'est plusieurs axes physiopathologiques qui sont atteints. Donc si je donne une combinaison, je vais améliorer plusieurs axes physiopathologiques et je vais obtenir certes un équilibre initial, qui est important pour le praticien, il est content d'avoir une HbA1c à 6%, mais un maintien dans le temps, vous voyez un petit peu la différence entre le rouge et le bleu, c'est que dans le bleu, j'attends pas l'échec, parce qu'il est sous combinaison, il va faire moins d'échecs thérapeutiques, il va passer moins de temps en hyperglycémie et je gagne sur la mémoire métabolique. Avant, c'était un concept, il fallait le vérifier, parce qu'on est dans l'ère de l'evidence-based medicine. Il y a une étude, une grande étude, qui a changé les recommandations, c'est à la base de cette étude, c'est l'étude Verify. L'étude Verify, ils ont pris un exemple d'une approche stepwise, c'était rajouter de la metformine, donner de la metformine, s'il présente un échec, je vais rajouter un DPP4 inhibiteur, dans cette étude c'était la vildagliptine. Et deuxième étape, on a pris notre groupe homogène et on a donné une association metformine et DPP4 et on a analysé les deux groupes. Donc finalement, les deux groupes, on les a analysés dans le temps. Ce qui ressort de cette approche, c'est que les gens qui étaient sous association restaient donc bien équilibrés, plus que 2 fois mieux équilibrés que les patients qui étaient en monothérapie. On a attendu l'échec pour associer une deuxième thérapeutique. Deuxième chose très importante, c'est que dans la progression du diabète, les gens qui étaient sous bithérapie, donc les nécessitaient de l'insulothérapie, donc plus tard, donc on a gagné également dans l'échec secondaire aux thérapeutiques orales et le recours à l'insulothérapie. Donc plus on associe, plus on a un contrôle plus soutenu dans le temps. Sur 5 ans, on avait plus de contrôle glycémique chez les gens qui étaient sous bithérapie d'emblée. Et donc il y avait également un retard à la mise sous insulothérapie en cas d'approche combinatoire. Donc le rationnel, c'est donc maintenir le maximum d'équilibre glycémique durant le temps, parce que c'est ça en réalité qui fait les complications, c'est l'exposition à l'hyperglycémie dans le temps. L'équation fait à deux éléments, le niveau hyperglycémique et le temps passé en hyperglycémie. Le deuxième rationnel, c'est que je vais agir sur plusieurs axes physiopathologiques. Le troisième rationnel, je peux donner, en faisant cette combinaison, des thérapeutiques à visée protectrice sur le cœur et sur le rein. Donc, un rationnel très important, très intéressant. Donc, finalement, l'approche combinatoire nous ramène à un deuxième objectif. C'est que, deuxième nouveauté, est-ce qu'il faut revoir le HbA1c à moins de 7%? Donc, dans la salle, vous savez que l'HbA1c à moins de 7%, c'est les recommandations de la Société américaine de diabétologie. Les experts disaient que une HbA1c à 7%, c'est un compromis entre un équilibre glycémique optimal et un niveau de risque hypoglycémique modéré. C'est-à-dire l'HbA1c, c'est un compromis, c'est comme un contrat. Ce qu'il fallait être intensif, mais on a une barrière, une limitante, c'était l'hypoglycémie. Mais le médecin, le problème, c'est que ça a changé. Il y a des thérapeutiques non hypoglycémiantes et le médecin dit, patient à 70 ans, non, il faut le laisser à 8% parce que à moins de 7%. Et on a peur de quoi? On a peur de l'hypoglycémie. Mais on a des thérapeutiques non hypoglycémiantes. Un post-IDM, un post-AVC. Pourquoi cette peur? Si on a cette capacité à être intensif sans augmenter, sans incrémenter le risque hypoglycémique. Donc la résistance, finalement, elle vient du médecin, plus qu'autre chose, parce qu'il insiste sur l'hypoglycémie, alors que l'hypoglycémie n'est plus à considérer parce qu'on a des thérapeutiques non hypoglycémiantes. Donc l'approche combinatoire, c'est que j'ai des thérapeutiques qui ne donnent pas d'hypoglycémie. Et donc finalement, le 7%, il faut revenir à la définition du 7% comme objectif. C'est un compromis entre un équilibre acceptable et un risque hypoglycémique à ne pas dépasser. Donc finalement, si j'enlève la barrière, donc je peux accélérer et je peux être intensif sans pour autant donc exposer le patient à un risque donc d'hypoglycémie et de mortalité liée à l'hypoglycémie. Donc le troisième nouveauté, c'est le chapitre du poids. Le poids qui est très important. On en parle parce qu'on a les thérapeutiques, certes. Donc il y a les mesures hygiéno-diététiques, mais il y a des thérapeutiques qui visent
le poids. Le poids est très important parce que vous savez qu'une réduction pondérale de plus de 5%, donc entre 5 et 10%, on a un impact métabolique. On a une réduction des thérapeutiques du diabète, on a une réduction des thérapeutiques de l'hypertension artérielle, on a une amélioration du profil lipidique. Donc tout ça avec une perte pondérale qui dépasse les 5%, donc qui devient significative sur le plan métabolique. Il faut savoir que lorsqu'on dépasse 15%, il y a un taux élevé de rémission. Prenez les diabétiques avec une durée d'évolution du diabète à moins de 5 ans, obèses, on réduit le poids de plus de 15%, une grande partie de ces diabétiques peuvent arrêter le traitement du diabète. C'est une rémission. La définition de la rémission, c'est une HbA1c à moins de 6,5% pendant au moins 3 mois sans thérapeutique du diabète. Donc ça a été démontré. Donc on gagne, le patient va arrêter la thérapeutique. Parfois même on arrête chez les patients obèses avec une résistance, même la thérapeutique hypertensive, parfois elle est arrêtée. Donc finalement on a une bonne rémission qui est très appréciable chez le patient diabétique. Donc, la réduction est devenue pondérale, est devenue un objectif indépendant de l'équilibre glycémique, parce que tout simplement, on a des molécules donc, qui vont réduire le poids, en plus d'une action sur les métabolismes. Je vous ai mis ici 2 exemples, le dulaglutide, qui est un analogue du GLP-1 à longue durée d'action. Vous voyez la réduction à forte dose de dulaglutide, on peut arriver à moins de 1,8% de réduction de l'HbA1c, donc une efficacité très élevée en matière d'équilibre métabolique avec une perte pondérale de 5 kg. Également pour le sémaglutide, la même chose, sémaglutide à forte dose, une injection par semaine, donc ça donne une réduction de l'HbA1c à plus de 1,5% avec une réduction pondérale de 6%. Après, la nouveauté, c'est quoi? C'est les twin incretins. C'est quoi les twin incretins? C'est que pendant longtemps, l'effet incrétine s'est focalisé sur le GLP-1, on a oublié le GIP. Après, on s'est rendu compte que le GIP est très important. Le GIP, c'est une incrétine qui est sécrétée en même temps que le GLP-1 par les cellules K intestinales. Et on a montré que lorsqu'on associe, le GIP seul ne donne rien, mais lorsqu'on l'associe au GLP-1, il va renforcer cet effet incrétine parce que le GIP, il a une action supplémentaire sur le cerveau, il diminue la prise alimentaire, il augmente la satiété, il a une action spécifique que le GLP-1 n'a pas sur le tissu adipeux. Donc, il ne provoque pas, comme le GLP-1, il lipolyse, il provoque une augmentation de la captation des triglycérides au niveau du tissu adipeux avec une diminution de l'inflammation. Ce qui est bizarre, c'est qu'il favorise le stockage des lipides sans provoquer d'inflammation. C'est comme la graisse saine, c'est-à-dire il va vers une captation des substrats énergétiques au niveau du tissu adipeux sans qu'il y ait une inflammation. Et donc, ça va améliorer le métabolisme du patient diabétique. Ce qui est important également, lorsqu'on a associé le GIP et le GLP-1, on a obtenu une réduction de l'HbA1c qui est très importante, qui arrive à 2%. Donc, on est à 1,5% avec les analogues lents du GLP-1. Lorsqu'on associe le GLP-1 avec le GIP, on a une réduction de 2%. Il y a une réduction pondérale également qui arrive à 10 kg. Donc, chez le diabétique, et qui arrive à 20% du poids initial chez le patient non diabétique. C'est les thérapeutiques qui ont fait le buzz cette année en ce qui concerne la prise en charge du patient diabétique. Et finalement, on aura beaucoup moins de patients diabétiques nécessitant d'insulinothérapie si on utilise les agonistes, les doubles agonistes, les twin incretins, GIP, GLP-1. Donc, le dernier élément, c'est la protection organique. Donc, au-delà du contrôle glycémique, donc il faut accepter cette dichotomie, c'est que même si le patient il est à 10%, il faut penser à protéger ses organes indépendamment de l'équilibre. On va faire l'équilibre glycémique, mais il ne faut pas attendre l'équilibre glycémique pour faire bénéficier du patient d'une protection organique, parce que ce qui a été démontré, c'est que la protection organique, elle est indépendante de l'HbA1c, et c'est heureusement, c'est une bonne chose pour le praticien. Avec les nouvelles thérapeutiques que vous connaissez, c'est plus des nouvelles thérapeutiques, c'est des thérapeutiques qui deviennent anciennes. Et le rationnel, c'est qu'un tiers des patients diabétiques de type 2 ont une maladie cardiovasculaire et pratiquement 40% des diabétiques de type 2, avec le changement de la définition de la maladie rénale chronique, KDIGO 2012, c'est que 40%, ils présentent soit un niveau albuminurique élevé, soit un déclin de la fonction rénale.
Donc 40%, un tiers, maladie cardiovasculaire. Le chevauchement, ça vous donne 40 à 50% des patients qui ont pratiquement soit un risque rénal, soit un risque cardiovasculaire. Il faut penser à protéger ces patients. Comment les protéger? Donc l'équilibre glycémique, c'est l'approche glucocentrique dont on a discuté. L'approche multirisque, c'est la prise en charge des différents facteurs de risque, HTA, LDL cholestérol objectif, arrêt du tabac, perte pondérale, mesures urigino-diététiques, et également penser à donner des thérapeutiques qui ont prouvé un bénéfice en matière de réduction du risque cardiaque et rénal. Il y a 2 thérapeutiques qui se dessinent. Donc c'est les SGLT2 inhibiteurs et les GLP-1 récepteurs agonistes. Les recommandations sont claires. Si le patient il est en prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il a une maladie rénale ou une maladie cardiovasculaire, là, il faut donner. Si le patient il n'a pas ça, mais il est à très haut risque, c'est quoi le très haut risque? C'est le cumul des facteurs de risque. Il devient équivalent à la prévention secondaire. Il doit bénéficier également de ces thérapeutiques. Donc les thérapeutiques, c'est les SGLT2 et les GLP-1. Le SGLT2, brièvement, c'est des molécules qui ont bouleversé le monde de la diabétologie. Donc, ces médicaments qui provoquent une glucosurie, une perte pondérale, une amélioration de l'équilibre glycémique, un effet natriurétique, une baisse légère de la tension artérielle, mais surtout un switch métabolique parce que le corps va utiliser beaucoup plus de corps cétonique que de glucides ou d'acides gras. Donc, on a un switch métabolique. Finalement, le sujet qui prend le SGLT2, c'est comme s'il jeûne sans jeûner. Parce qu'on a une diminution de l'insuline, une augmentation du glucagon, un switch métabolique, un shift métabolique. Donc, il va être comme en situation de jeûne. Et il va améliorer son profil métabolique. Et les études ont montré que ces médicaments entraînent une réduction de la morbimortalité. Donc, plus le sujet il est à risque, plus il gagne en morbimortalité. Ça, c'est une revue de BMJ donc, qui date de quelques jours. Donc, finalement, même le sujet à faible risque, il gagne parce que s'il gagne, il gagne par une diminution de la mortalité globale. Parce que finalement, les SGLT2, on a une réduction du risque néoplasique, une réduction également du risque infectieux. Et plus le risque cardiovasculaire augmente, on gagne sur les événements cardiovasculaires et rénaux. Donc, la protection rénale également passe par plusieurs mécanismes, mais également par un mécanisme très intéressant, parce que les inhibiteurs du SGLT2, comme les ARA2 et les UEC, réduisent l'albuminurie. Les inhibiteurs du SGLT2 également réduisent l'albuminurie, donc de 25%. Donc, c'est des médicaments qui vont se rajouter à l'action des bloqueurs du système rénine-angiotensine pour la protection rénale. Et les études ont montré une protection rénale très importante. Donc, vous le voyez ici. Donc, dans un premier temps, on aura une diminution du débit de filtration glomérulaire. Après, il se stabilise et on aura un gain, on aura un retard du déclin de la fonction rénale. Donc, en 2022, donc, les néphrologues partout dans le monde considèrent qu'un sujet avec maladie rénale chronique qui ne bénéficie pas d'un inhibiteur du SGLT2, c'est comme les bloqueurs du système rénine-angiotensine, est considéré comme une perte de chance pour le sujet diabétique. C'est pour ça que les recommandations sont formelles. Donc, dès qu'il y a une maladie rénale chronique, indépendamment du niveau albuminurique, il faut donner un inhibiteur du SGLT2 si le débit de filtration glomérulaire dépasse 20 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle. Le GLP-1, c'est la même chose. Donc, on aura une action également de protection cardiaque, parce qu'on aura une diminution de l'inflammation cardiaque, on aura plus de rendement cardiaque sans stress oxydatif, une amélioration des troubles de la coagulation, diminution des événements cardiovasculaires. Et les études ont montré qu'on gagne sur la mortalité cardiovasculaire et totale. Donc, il y a des GLP-1 qui diminuent surtout l'IDM, il y a les GLP-1 long-acting, long-action qui diminuent le stroke. Donc, on aura un spectre de GLP-1 avec des actions différentes. Donc, ça va vers une médecine plus personnalisée. Le sujet qui fait un AVC va bénéficier plus des GLP-1 à longue durée d'action. Donc, et les sujets qui font une maladie cardiovasculaire, une cardiopathie ischémique, bénéficient des GLP-1 à action intermédiaire. Donc, vous voyez un petit peu, les choses s'améliorent sur le plan de la médecine de précision. Donc, en résumé, on a 3 profils qui se dessinent. Un sujet diabétique de type 2 avec risque cardiovasculaire, on a les 2 thérapeutiques GLP-1 et inhibiteurs du SGLT2. L'insuffisance cardiaque, c'est les inhibiteurs du SGLT2, c'est la thérapeutique de choix. La maladie rénale chronique, on a dans première intention, first line, les inhibiteurs du SGLT2. En second line, donc la deuxième ligne, c'est les GLP-1 qui ont également
prouvé un bénéfice sur l'albuminurie, sur la maladie rénale chronique. Donc, c'est le résultat, la conclusion de ce consensus ADA-ESD publié il y a quelques jours donc, dans le congrès ESD de 2022 vous dit la chose suivante. Première des choses, c'est que le médecin doit actualiser ses connaissances pour qu'il diminue sa résistance par rapport aux nouvelles thérapeutiques qui améliorent considérablement le risque cardio-rénal chez le patient diabétique. Le deuxième élément, c'est l'assessment, c'est définir les caractéristiques du patient pour identifier son profil de risque. Est-ce que c'est un patient à risque cardiovasculaire? Est-ce que c'est un patient à risque rénal? Est-ce que c'est un patient à risque d'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il cumule ces risques? Et la troisième des choses, c'est donc proposer ces thérapeutiques, avoir cette triple action glucocentrique, multirisque et également donc faire bénéficier le patient des thérapeutiques qui ont montré, je le répète, un bénéfice cardiovasculaire et rénal indépendamment de l'équilibre glycémique et également indépendamment de l'approche multirisque. Et je vous remercie pour votre attention.